13h sur Radio Sénégal, le journal à la présentation. Adja Fatou Sarr, Ibrahima Sadi, bonjour. Tout de suite, les titres. Bonjour Adia Fatoussar, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le président Macky Sall à l'écoute des populations du Nord. En tournée économique, le chef de l'État a inauguré des ouvrages hydrauliques de protection contre l'avancée de la mer ainsi qu'une usine de transformation des produits halieutiques. Selon le chef de l'État, plus de 80% des engagements de l'État dans la région de Saint-Louis ont été réalisés. Ce matin, à la cérémonie de levée de couleur, le président Sall a réagi pour le déplorer, l'accident de la route survenu près de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. 17 morts selon le dernier bilan. Trop c'est trop, semble dire le chef de l'État. Selon lui, des mesures fortes seront prises par le gouvernement pour freiner cette hécatombe. Également au sommet, Adja Fatou, les ennuis judiciaires de Khalifa Sall, le maire de Dakar, englué dans la gestion de la caisse d'avance de son institution, fera face cet après-midi à un juge d'instruction. Hier, face à la presse, il a balayé de revers de main les accusations du procureur. Dans la deuxième tranche, nous aurons les sports avec Tanda Ndiaye qui nous parlera de la qualification des Lionceaux en Coupe du Monde U20. L'invité de la rédaction est le coordinateur du programme d'urgence de développement des axes et territoires frontaliers. Moussa Sow s'entretient avec Khadifal Koulibaly, la revue de presse avec Arona Diouf. Tout de suite, le développement. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Le président Macky Sall poursuit sa tournée économique dans le nord du pays. Une tournée marathon lancée dimanche à Louga. Louga qui fait partie des 10 villes à bénéficier d'un important programme d'assainissement. À Saint-Louis, Macky Sall a lancé ou inauguré des ouvrages hydrauliques de protection contre l'avancée de la mer ainsi qu'une usine de transformation des produits halieutiques. En direct dans cette édition, notre envoyé spécial Thierno Diallo. Bonjour Thierno. Bonjour Ibrahima Sadi. Que retenir du programme du président Macky Sall pour ce lundi? Voilà, le président Macky Sall qui est actuellement en route pour Ban dans le département de Dagana pour visiter les installations de Sénégal spécialisées dans la culture de pommes de terre. Auparavant, il était donc l'hôte de la ville de Saint-Louis. Sachez que dans 12 voire 13 mois, le complexe religieux éducatif de Gendar devrait sortir de terre d'une superficie de 520 mètres carrés. Ce futur bâtiment à 2 étages comprendra entre autres un dara, des salles de prière, une salle de gestion, un labo technique et une sonorisation moderne de grande portée. 600 millions de francs CFA auront suffi pour sa construction et son équipement. Pour la grande mosquée nord de Saint-Louis, autre étape de la visite du chef de l'État, il s'agira donc de la réalisation et de l'achèvement des travaux de l'édifice, dont une partie croule sous le poids de l'âge, compte tenu justement du délabrement de la deuxième partie de la grande mosquée. Aucune prière n'y est pratiquée depuis pratiquement plusieurs mois. Et donc, cet édifice dont l'emplacement avait été choisi par Cheikh Omar Foutiyou Tall va sous peu retrouver une seconde jeunesse. Auparavant, le président Macky Sall avait procédé à la remise de clés pour la mise en circulation de 18 nouveaux bus d'Atta à Saint-Louis. Au conducteur, le maître mot, c'était la prudence. D'ailleurs, le bilan de l'accident, vous le rappelez tantôt, le bilan donc de l'accident d'hier s'est alourdi avec 2 nouveaux décès, ce qui porte donc à 17 le nombre de morts. Thierno Diallo, Madi Kefal, André Noël Chandoum, Kader Diaw, sur la rive de Richard Toll pour Radio Sénégal. Merci à toute l'équipe de la RTS. Vous le disiez Thierno, le président Macky Sall a fustigé la recrudescence des accidents de la circulation. Plus de 30 morts en moins d'une semaine sur nos routes. Le dernier accident en date est intervenu hier près de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et le dernier bilan fait état de 17 morts. Le chef de l'État qui réagit ici. Cela montre que nous avons dépassé les limites en matière de tolérance et que le moment est venu de prendre toutes les mesures que requiert la situation. D'une part, vis-à-vis du parc automobile, sur la nécessité de procéder momentanément à l'arrêt de tous ces véhicules qui présentement ne devraient jamais disposer d'une visite technique leur permettant de circuler et de transporter des personnes. De revoir donc les visites techniques avec une rigueur extrême, de voir également avec les professionnels du transport, les transporteurs eux-mêmes, les chauffeurs, à travers leurs associations, et l'administration sur des modalités de repassage
ou alors des formations momentanées pour les conducteurs et autres chauffeurs afin de rappeler les dispositions pertinentes du Code de la route. Il y a d'autres mesures qui devront être également étudiées, notamment pour les grands corridors tels que Dakar-Bamako, la possibilité d'élargir les voies. En tout cas, des mesures seront prises puisque ça ne peut pas continuer. Aujourd'hui, personne n'ose emprunter la route parce que vous avez de fortes chances de laisser votre vie et ce n'est pas acceptable. Je présente mes condoléances, ainsi que celles de la nation, aux familles éplorées. Hier, déjà, le gouverneur de la région de Saint-Louis, le maire de la ville, le ministre des Transports et le ministre de l'Intérieur se sont rendus dans les hôpitaux pour voir les malades. Le gouvernement apportera toute son assistance aux familles des victimes. À l'instant, le président de la République sur la recrudescence des accidents de la route. L'État a réalisé plus de 80% de ses engagements dans la région de Saint-Louis. Et c'est le président de la République qui l'a dit ce matin lors de la cérémonie de levée des couleurs. Autrement dit, l'État fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait. Nous écoutons à nouveau le chef de l'État. Il s'agit, à travers ces tournées, d'être davantage à l'écoute des attentes et besoins de nos populations, d'évaluer les progrès réalisés, d'évaluer l'action du gouvernement pour leur satisfaction. Et justement, j'ai consacré la journée d'hier pour l'essentiel à la question de l'eau. L'eau qui est source de vie. L'eau dans sa dimension hydraulique urbaine et assainissement et hydraulique rurale. À travers le projet PUDC pour l'hydraulique rurale qui verra d'ici 1 an la construction de 251 forages en vue d'éradiquer complètement le manque d'eau en milieu rural. En milieu urbain, nous avons le PEPAM qui a aussi dans sa dimension production, distribution et transport du système d'eau permis à plusieurs villes du Sénégal, dont Saint-Louis, mais aussi Dakar et plusieurs villes d'être à niveau tant sur l'accès que sur la qualité des eaux. Donc nous avons pu voir les progrès très importants qui ont été réalisés dans le domaine de l'hydraulique urbaine et de l'hydraulique rurale. Mais je suis à Saint-Louis aussi, c'était pour lancer les travaux de la digue de protection à Gokhumbath, mais aussi à Gendar, sur un mur de 3,5 km qui devra protéger l'île de Saint-Louis de la furie de la houle et des vagues. Et ce travail démarre depuis ce matin pour un budget de 4 milliards entièrement levé sur fonds propres de l'État. Le chef de l'État a aussi procédé à l'inauguration du château d'eau de Leybar. Et le chef de l'État a annoncé plusieurs projets. Plus de 1000 milliards seront investis dans les ouvrages hydrauliques. 450 milliards ont déjà été mobilisés. C'est ce que nous dit Seydou Nourou Gissi. De l'eau dans les chambres à air ou sur les charrettes, une image que le chef de l'État dit ne plus voir dans le pays. Macky Sall, pour y arriver, annonce d'importants programmes de réalisation d'ouvrages hydrauliques. Son ambition est d'arriver à 300 000 m3 jour pour couvrir les besoins des populations d'ici l'horizon 2035. Selon le chef de l'État, plus de 1000 milliards seront investis pour l'accès des populations aux liquides précieux. Déjà, le président de la République annonce que l'État a mobilisé 450 milliards ces 3 dernières années. La SONES mettra en service d'ici 2021 plus de 300 000 m3 jour permettant de couvrir les besoins jusqu'à l'horizon 2035, grâce notamment à la 3e usine de traitement de Kermomarsar, KMS 3, à l'usine de dessalement d'eau de mer des Mamelles, grâce à la coopération avec le Japon, et au projet de renforcement de l'accès à l'eau potable de 10 centres urbains. D'autres programmes sont annoncés, notamment pour Saint-Louis qui dispose déjà d'un château d'eau de 1500 m3 pour un financement de 4 milliards. Le président Macky Sall. Saint-Louis et ses environs bénéficieront à très court terme des réalisations ci-après. La construction d'une nouvelle usine de traitement de 12 000 m3 jour en 2 phases pour la prise en charge des nouveaux quartiers. La construction d'un château d'eau tampon de 800 m3 pour le renforcement de la production
Andiok Sall. Les populations qui ont réservé un accueil chaleureux au président de la République ont tenu à le remercier pour ses réalisations et projets grâce auxquels les problèmes d'eau dans la capitale du Nord seront définitivement résolus. Sans lui, Seydou Nourou Guissé, Radio Sénégal. 13h10, vous suivez les informations sur Radio Sénégal. La bonne info, c'est Radio Sénégal. Khalifa Sall retourne ce matin au tribunal de Dakar. Et il fera face à un juge d'instruction. Ce sera cet après-midi. Le maire de Dakar qui a réagi hier après la sortie du procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye. Khalifa Sall pense qu'il ne peut pas être poursuivi pour escroquerie, détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Selon le maire donc Khalifa Sall, la ville de Dakar détient un fonds politique et non une caisse d'avance. Nous l'écoutons des propos recueillis par Demba Diaw. Peut-être, monsieur le procureur ne sait pas, c'est que le dispositif administratif de justification de l'utilisation des fonds permet, comme pour tous les fonds politiques gérés dans le pays, de préserver la nature confidentielle des dépenses qui sont faites. Ces fonds politiques étaient conformes, répondaient aux dispositions de l'arrêté 2003 portant création de la caisse. Il a servi d'une part dans nos relations avec les structures déconcentrées de l'État, selon qu'on les ait sollicités, selon qu'ils nous aient sollicités, à prendre en charge l'objet de la dépense. Le deuxième volet de l'intervention de la Caisse porte sur les questions, la prise en charge des grands malades de cette ville et même de ce pays. Chaque jour, jusqu'à 500 000 francs, nous prenons en charge les malades de cette ville. Dans les 8 hôpitaux, il le sait. S'il menait son enquête, je ne parle pas maintenant de ces Sénégalais sans moyens que nous aidons à faire partir à l'extérieur pour les soigner. Le troisième volet est subdivisé en 2 grandes parties. La première grande partie porte sur ceux qui ont de gros problèmes personnels. Cela, nous les prenons en charge. Si l'État n'était pas d'accord avec ce que nous faisions, ce fonds n'aurait même pas fait un mois. On gère au moins 200 à 250 milliards de budget par an pour les 5 ans. Et l'ARMP, par les audits, passe au peigne fin l'exécution de ces marchés. Cette affaire Khalifa Sall n'a rien de politique si l'on en croit Madame Aognon, députée à l'Assemblée nationale. Oui, la deuxième questeur de l'Assemblée nationale a révélé même que les enquêteurs de l'IGE étaient à Kaolack, Pikine et Guédiawaye pour contrôler la gestion des maires de l'APR. Le député apériste a lancé hier à Dalifort son mouvement dénommé Falat Maki. Aognon, que nous écoutons au micro d'Aline Diouf. Ce procès de Khalifa Sall, c'est un procès apolitique. Donc le maire de Dakar, Khalifa, a été saisi par la justice, comme tout citoyen sénégalais qui a affaire à la justice. Donc le procès est en instruction. On a confiance à notre justice. Donc on laisse à l'appréciation des juges tout ce que le juge a décidé. Donc je trouve que c'est dans les normes. Vous savez, le président Macky Sall l'a dit clairement en Conseil des ministres. Il ne va pas protéger personne. Même les maires qui sont de la coalition Benno Bokk Yakaar, même les maires qui sont de l'APR. Donc ça, c'est une décision du président de la République. Ils étaient à Kaolack avec le maire Mariama Sarr. Donc il y a le maire Aliou Sall qui est dans notre parti et le maire Ablaye Thimbo. Donc si toutefois qu'ils trouvent quelque chose sur ces maires que je viens de citer, donc ils vont répondre à la justice comme le président Macky Sall l'a dit clairement. Donc il ne va pas protéger personne. On doit sensibiliser, remobiliser nos responsables, nos militants à avoir au moins cette carte d'identité. Après cela, on va vraiment vers l'animation du parti au niveau du département pour nous permettre d'avoir la majorité pour les prochaines élections à venir. On est en train de faire le travail au niveau de la base avec les responsables. On est déjà unis donc pour un seul objectif d'avoir gagné le département de Pikine. Et là, on est conscient que, Inch'Allah Rabbi, on va remporter les élections. Le monde bouge. Et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Et c'est l'actualité internationale qui s'installe. 11 militaires maliens ont été tués dans une attaque attribuée à des djihadistes dans le centre du Mali. Des djihadistes membres du groupe Ansar al-Islam du prédicateur Ibrahim Malam Dicko. Ce groupe a revendiqué plusieurs attaques ces derniers mois dans le nord du Burkina Faso.
Cette nouvelle attaque intervient à quelques heures de l'installation des autorités intérimaires à Tombouctou. Il faut ajouter à Diafatou Sarr que les attaques djihadistes ont augmenté dans le centre du Mali alors que par le passé, elles étaient concentrées dans le nord du pays. Quelques 110 personnes sont mortes dans le sud de la Somalie en 48 heures à cause de la sécheresse. La Somalie est avec le Yémen et le Nigeria un des 3 pays au bord de la famine déjà officiellement déclarée au Soudan du Sud où elle touche 100 000 personnes. Plus de 20 millions de personnes risquent de mourir de faim dans ces 4 pays. En République démocratique du Congo, le retour de la dépouille mortelle de Tshisekedi est reporté sans nouvelle date. La famille a finalement décidé de demander un autre site pour l'enterrement d'Étienne Tshisekedi car, dit-elle, la population de Kinshasa s'est largement opposée à l'enterrement à la Gombe et demande l'application des accords politiques. Aux États-Unis, le président Donald Trump devrait signer ce lundi son nouveau décret migratoire. Il n'était pas possible de savoir quel changement Donald Trump a prévu d'introduire dans le nouveau texte. Le premier a été suspendu par la justice après avoir suscité une énorme controverse et semé le chaos dans les aéroports. Toujours aux États-Unis, le FBI ne croit pas aux accusations de Trump selon lesquelles il aurait été espionné par Barack Obama. Et selon plusieurs médias américains, le directeur du FBI, James Comey, conteste et aurait appelé la justice à démentir publiquement ces accusations d'écoute téléphonique du milliardaire par Barack Hussein Obama. Présidentielle en France, l'imbroglio continue à droite entre François Fillon et certains responsables de son parti. Des proches de Nicolas Sarkozy vont demander à François Fillon de se choisir un successeur, une annonce qui intervient après que l'ex-premier ministre Alain Juppé a annoncé qu'il renonçait à être candidat. C'est le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Christian Jacob, qui a été mandaté pour rencontrer François Fillon. Ibrahima Sadi, c'est la fin de cette première partie. Un rappel des titres. Le président Macky Sall, à l'écoute des populations du Nord en tournée économique, le chef de l'État a inauguré des ouvrages hydrauliques de protection contre l'avancée de la mer, ainsi qu'une usine de transformation de produits halieutiques. Selon le chef de l'État, près de 80% des engagements de l'État ont été réalisés dans la région nord du pays. Et puis ce matin, à la cérémonie de levée de couleur, le président Macky Sall a réagi pour le déplorer. L'accident de la route survenu près de l'université Gaston Berger de Saint-Louis hier, 17 morts selon un dernier bilan. Trop c'est trop, semble dire le chef de l'État. Selon lui, des mesures fortes seront prises par le gouvernement pour freiner cet hécatombe. Les ennuis judiciaires de Khalifa Babacar Sall, le maire de Dakar, englué dans la gestion de la caisse d'avance de son institution. Il fera face au juge d'instruction cet après-midi. Hier, face à la presse, il a balayé d'un revers de main les accusations du procureur. Et puis en France, l'imbroglio continue donc à droite entre François Fillon et certains de ses camarades de parti. Ces derniers ont lui demandé de se choisir un successeur. Vous suivez le 13h sur Radio Sénégal, la deuxième partie. Bien sûr, la revue de presse sera avec Arona Diouf. Et bien sûr, nous aurons l'invité de la rédaction qui est le coordinateur du programme d'urgence de développement des axes et territoires frontaliers. Tout de suite, les sports avec Tanda Ndiaye. Radio Sénégal, les sports. Tandakha Ndiaye nous a rejoint en studio. Bonjour. Oui, bonjour. Et les Lionceaux sénégalais gagnent leur ticket pour la Coupe du Monde de leur catégorie. Oui, tout à fait. Cela s'est passé hier en Zambie à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations des U20. Les Lionceaux sénégalais n'ont laissé aucune chance aux Lionceaux du Cameroun. 2-0, c'est le score qui les propulse à la demi-finale. Le Sénégal est d'un cran supérieur à la Guinée, son adversaire des jeudi, à l'occasion des demi-finales. En tout cas, c'est la conviction du technicien cher Tidiane Biteye, le technicien consultant de Radio Sénégal. Vous l'avez justement entendu à l'occasion de notre jour précédent journal et qui constate également que l'équipe a monté en puissance. Justement, je vous propose d'écouter cher Tidiane Biteye donc avec ce reportage de Bassirou Sylla. Au Sénégal-Guinée en demi-finale de la CAN des moins de 20 ans, les rapports de force sont favorables aux Lionceaux. C'est vrai que ce sera très disputé, mais ce sera un match ouvert, parce que les Guinéens ne sont pas comme les Camerounais, ne sont pas très physiques, mais c'est une équipe pour jouer aussi. C'est vrai qu'il présente des lacunes dans son organisation tactique, mais je crois que, en tout cas, si on les prend très au sérieux, comme on l'a fait aujourd'hui, nous sommes un peu au-dessus de cette équipe guinéenne. C'est-à-dire que on le veut
véritablement arriver en finale. Et pour le technicien Cheikh Tidiane Biteye, l'adversaire guinéen est bien jouable et même prenable. Au préalable, les protégés de Joseph Koto doivent jouer sur leurs vraies valeurs et savoir convoquer leurs arguments supérieurs à ceux de leurs adversaires dans la confrontation, conseille le technicien consultant Cheikh Tidiane Biteye. Organiser d'abord comme on l'a fait davantage aujourd'hui, faire partir les dangers de derrière comme on l'a fait avec une application de la défense depuis le gardien, avec un bon jeu dans la profondeur, articulé vers les ailes si on le fait, parce qu'on a Nian, on a Ibrahim Ndiaye qui sont très bons au niveau des ailes. Je pense que si on le fait, maintenant il s'agira simplement de scorer les occasions, être très lucide et marquer des buts. On en a les possibilités, je pense qu'ils ont les moyens et ils peuvent le faire. Le match Sénégal-Guinée, vu sous l'angle de sa physionomie, va exiger beaucoup de ressources physiques. Le banc et le staff médical doivent en être conscients, croit Cheikh Tidiane Biteye. Ils connaissent bien les Guinéens, ils savent que c'est un derby entre voisins. Maintenant, il va s'agir de se régénérer d'abord, être vraiment avec ses meilleures ressources physiques et mentales. Je pense que si on le fait, c'est certain qu'on aura fait un très bon. Voilà, cher Tidiane Biteye qui s'exprimait justement à l'occasion de cette qualification des Lionceaux. Alors, le demi-finale se joue mercredi, ce sera entre la Zambie, pays hôte, et l'Afrique du Sud. Autant vous dire également que les 4 équipes demi-finalistes sont qualifiées pour la Coupe du Monde qui aura lieu en Corée cette année. Football local, la 13e journée du championnat sera bouclée cet après-midi. Avec un certain Diarra Fuyes Wakam, c'est au stade d'Emba Diop, mais une note particulière du côté de Gorée, championne du Sénégal en titre. Eh bien, l'entraîneur Alimal a été démis de ses fonctions et puis relayé par Bassoire Diaby, directeur technique jusque-là chargé d'assurer l'intérim. Génération Foot, championne à mi-parcours et donc à mi-parcours de cette Ligue 1, l'équipe de Denis Biramdao, en tout cas une équipe promue et qui totalise 26 points devant l'équipe de Niaritali et Djambar, tous les deux 23 points. Olivier Perrin, c'est donc l'entraîneur de Génération Foot. Il fait le point ici avec Abidjalo. Quand on vient avec 6 absents dans l'équipe, quand on finit avec 4 joueurs nés en 2000 et 2 joueurs nés en 99 et qu'on arrive à faire jeu égal avec cette très belle équipe de Guédiawaye, c'est déjà une belle réussite. Moi je suis vraiment fier d'eux. On a bien essayé de bien jouer en première mi-temps, on a monté bien les ballons, mais avec le vent on a précipité les dernières passes parce que je pense qu'on a bien monté les ballons mais sans se créer d'occasion. Et le jeu direct de Guédiawaye nous a posé beaucoup de soucis en contre. Sur la deuxième mi-temps on égalise vite et par contre je suis un peu déçu parce que je pense que pris un peu par l'ambiance du match, on a un peu joué trop direct. Et je pense qu'il y avait moyen de faire mieux dans le jeu en deuxième mi-temps. Votre équipe championne des phases allées, c'était les objectifs du club? L'objectif c'est 31 points. Franchement ce qu'on a fait c'est fantastique. Pour un club qui monte avec des jeunes joueurs, il nous reste 4-5 points à prendre pour être sauvé. Parce que voilà, il faut toujours faire ça dans le football. On a vu l'an dernier que dans ce championnat sénégalais, les équipes qui étaient bien en première phase étaient terminées dans les dernières places. Donc la tête sur les épaules et pensant à notre travail, à notre qualité de jeu surtout. Voilà, Olivier Perrin, l'entraîneur de l'équipe de Génération Foot, pour être beaucoup plus complet avec ses résultats. Sachez que Niaritali est allé battre le stade de Meaux 1-0. Le nul entre l'équipe de la Douane et l'équipe de Djambar 0-0. La Linière de Saint-Louis a fait également match nul avec l'équipe de Djambar et que l'équipe du Casasport a battu Tenguet FC 1-0. On passe à la Ligue 2 qui a bouclé sa 13e et dernière journée hier. Voilà, et on dira exit Dakar Sacré-Cœur qui était jusqu'ici leader de ce championnat de Ligue 2 et c'est un promu Africa Promo Foot, l'équipe de Thiès qui a pris les commandes désormais à mi-parcours de ce championnat. Les Thiessois sont allés dominer l'Olympique de Ngorier 2-1. La Speaking Dauphine a battu l'Undergate 1-0. Idem pour l'Etix qui, sur le même score, a dominé la Renaissance. La Sonaco sans pitié n'a fait qu'une bouchée du Duc à Diobel. Le score était sévère, 5-0. Pas de but entre le Port et Cayor Foot. En revanche, Yego et Sacré-Cœur ont fait match nul, 1 but partout et que Barguet et Diabono Fatigue n'ont pu jouer. Donc, faute de service d'ordre, ce match était prévu à Louga. Basket, on a joué le week-end dernier en play-off, mais vous avez le programme des quarts de finale de la Coupe du maire de Dakar. Oui, mercredi 8 mars à Marjus Niaï à 8h à 18h30, ce sera à Esdouane Jeanne d'Arc, 20h Sibak Ouessouakam à messieurs. Du côté des dames, jeudi avec à Jeanne d'Arc Duc, c'est un messieurs, et donc du côté des dames à 19h, ce sera entre l'équipe de l'ASFO et l'ASC Ville de Dakar. Mais ce week-end, il y avait aussi
aussi les play-offs du côté des hommes comme du côté des dames. Justement, on commence par les dames avec le signe indien qui a été vaincu. L'ASC Ville de Dakar a fait tomber le Duc pour une première dans les annales, 63-53 pour les coéquipiers de Ramata Daou avec les Girafes qui a battu l'équipe de l'ASFO. Le score 53-38, l'UGB sur le fil qui gagne 59-58 devant l'équipe de Bob et le Saint-Louis Basket de Batembourg 60-38 du côté des garçons. Asfa vainqueur de Louga 65-51. La Douane à Dakar se fait battre par l'UGB 80-88. Judo pour terminer, le tournoi international de la ville de Saint-Louis a été clôturé hier. Oui, un tournoi qui a viré à l'avantage de l'équipe du Sénégal, 5 médailles d'or, 4 d'argent et 1 en bronze, et suivi de l'équipe de CSFA, et donc l'équipe du Duc est classée 3e avec une 19e édition qui a connu un franc succès vu la participation des pays. Il y en avait 6 et c'est de bon augure également au plan des résultats techniques pour les tireurs sénégalais puisque on est à 2 mois des championnats d'Afrique de judo que Antananarive va accueillir à Madagascar. Adja Fatoussar. Merci Tandakha Ndiaye avec lui l'actualité sportive. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction est le coordinateur du programme d'urgence de développement des axes et territoires frontaliers, Moussa Sow. S'entretient avec Khalifa Koulibaly. Monsieur Sow, on sait que le PUMA, c'est le programme d'urgence de modernisation des axes frontaliers. Mais concrètement, qu'est-ce que le PUMA? Les conditions de vie des populations dans les zones frontalières est une grande préoccupation des pouvoirs publics. C'est fort justement de cette assertion qu'a faite M. le Président de la République a pris une mesure de politique économique qui consiste à créer ce programme qui vise 3 composantes au niveau des zones frontalières. C'est le désenclavement qui comprend le désenclavement routier, fluvial, maritime, téléphonique, numérique. La deuxième composante, c'est le développement durable avec en prime la dotation de ces zones en infrastructures de base, telles que l'hydraulique avec les forages, la santé avec les structures de santé, l'école avec les infrastructures scolaires, etc., etc. Dans ce volet donc développement durable, il y a aussi la promotion des activités économiques de ces zones frontalières. Et la troisième composante, c'est la sécurité frontalière. La sécurité frontalière entendue comme la dotation de ces zones en infrastructures de sécurité, telles que les postes de police frontaliers, les gendarmeries, brigades de gendarmerie et autres postes de douane, d'eaux et forêts, etc., etc. Et depuis sa mise en œuvre, quelles sont les réalisations du PUMA? Mais le PUMA est en train juste de s'implanter parce qu'il y a 3 mois ou moins de 3 mois que le coordinateur a été nommé. Déjà, le premier volet a été par ces commissions régionales de réunir les acteurs territoriaux et de faire un recensement de tous les investissements demandés au niveau de ces zones frontalières par rapport justement aux 3 composantes que j'ai citées. Et ce travail-là a été compilé au niveau de la coordination nationale. Nous sommes en train donc de mutualiser ces actions avec celles qui sont en cours par les ministères sectoriels, par d'autres démembrements de l'État, de manière à avoir quand même une matrice des actions qui soit exemple de toute redondance. Et on en est là. Le lancement doit se faire incessamment par M. le chef de l'État et c'est après ce lancement que les actions sur le terrain vont commencer. Et quel budget pour le PUMA? Les ressources du PUMA sont inscrites au budget général de l'État. Il y a une dotation qui a été faite par l'État sénégalais et on dit aussi que le PUMA peut être financé par d'autres ressources autorisées par la loi. Ce sont les partenaires techniques et financiers, ce sont les bailleurs de fonds, c'est la coopération, etc., etc. Vous l'avez dit, 3 composantes pour le PUMA, c'est-à-dire le désenclavement, la sécurité frontalière, le développement durable à travers la réalisation d'infrastructures de base et la promotion d'activités génératrices de revenus. Nous allons nous arrêter sur la sécurité frontalière. Actuellement, il y a une certaine insécurité et on a ouï dire que c'est la porosité des frontières. Avez-vous conscience que vous avez beaucoup de pain sur la planche? Oui, effectivement, nous avons beaucoup de pain sur la planche. Vous savez, la sécurité frontalière telle que prônée par le chef de l'État dans le cadre donc de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, c'est de rétablir l'équité au niveau de ces zones frontalières. Vous savez, les zones très vulnérables, comme certaines zones donc démunies de tout, sont très vulnérables et très réceptives
donc à certains périls qui sont nombreux aujourd'hui dans le monde. Et ce sont ces zones qui sont la cible de beaucoup de dérapages. Il faudrait donc développer. Le développement vu sous l'angle d'être quand même un facteur de sécurité auquel donc il faut ajouter maintenant la présence des forces de sécurité pour permettre aux populations de vaquer normalement à leurs besoins. En fait, nous sommes conscients aussi qu'au niveau transfrontalier, c'est vrai que le PUMA favorise la coopération transfrontalière. Souvent aussi, la plupart des gens dans ces zones frontalières, ce sont les mêmes peuples qui vivent de part et d'autre, les mêmes groupes ethno-linguistiques. Il n'y a pas de difficulté entre les peuples, mais évidemment, le manque de tout peut être aussi un facteur quand même catalyseur pour créer des situations d'insécurité et mettre la population aussi de répondre à certaines sirènes qui ne semblent pas aussi aller dans de la sécurisation. Moussa Sow, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du PUMA, c'est le programme d'urgence de développement des axes et territoires frontaliers. Merci beaucoup. Radio Sénégal, la revue de presse. C'est avec Aaron Diou. Khalifa Sall devant le juge d'instruction. C'est dans le cadre de l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Ainsi, dans les colonnes de Vox Populi, le maire de Dakar de dénoncer, je cite, un complot dont le but est de réduire au silence un potentiel adversaire à la présidentielle. C'est pourquoi, dans les colonnes d'enquête, le maire de la capitale de promettre une réponse politique à ce qu'il considère un complot de même nature avec un habillage judiciaire marqué par un acharnement sans précédent, du coup à moins d'une salvatrice main extérieure qui le tirera d'affaire et au regard des délits visés par le proc Bass, ne lui laissant aucune chance. L'édile de Dakar s'inquiète, l'analyste du quotidien. Oui, Khalifa Sall, selon mon confrère, court de gros risques d'être inculpé et mis sous mandat de dépôt. Une thèse relayée par ma consoeur Hawa Bousso de l'As quotidien qui ajoute en tout cas qu'il ne serait pas étonnant à la lumière des événements que le maire de Dakar ne ressorte pas libre de son face-à-face avec le juge parce que tous les éléments du dossier montés et ficelés à son encontre, convient ma consoeur, sont à charge et concourent fortement à son placement sous mandat de dépôt. Le journal LAS de relever par là ce qu'il qualifie de diligence suspecte. Le biétiste de la Tribune aussi, Birima, qui clame une justice pour tous, estime qu'il est fort possible que Khalifa Sall traîne des casseroles dans sa gestion et particulièrement dans l'utilisation des fonds de la nébuleuse caisse d'avance. Mais cette débauche d'énergie extraordinaire à vouloir l'enfoncer cache mal, indique la Tribune, un ignoble règlement de compte. L'édile de Dakar n'est peut-être pas blanc comme son boubou. Toutefois, la logique et l'honnêteté recommandent. Le journal de des médias voudrait que la justice soit de rigueur pour tous. Acculé dans cette affaire de la caisse d'avance, Khalifa craque selon la presse et dans ce combat, informe enquête, il peut compter sur le soutien du guide des Moustarchidines, Serigne Moustapha Sy, selon Walf Quotidien, qui s'est dit prêt à aller en prison si jamais, dit-il, Macky Sall ose s'en prendre au maire de Dakar. Khalifa Sall donc qui s'explique et fond à larmes, des larmes du leader ou de l'homme politique, s'interroge ce matin le biétiste de Vox Populi. Alors, le maire de Dakar s'interroge Alham, était-il réellement gagné par l'émotion ou était-ce une stratégie de communication destinée à accentuer auprès de l'opinion la posture de victimisation dont l'accuse le pouvoir? En tout cas, ces larmes-là, assure Alham, sont un couteau à double tranchant. Oui, elles peuvent mettre leur dose d'émotion dans le dossier qui l'accable, tout comme elles peuvent révéler son image de leader sans carapace, solide, donc incapable d'impassibilité devant les événements. Et Dieu sait, prédit mon confrère, qu'il en vivra s'il veut poursuivre sa carrière politique. Également dans la presse du jour, la tournée économique du chef de l'État dans le nord du pays. Le quotidien national qui en parle annonce 70 milliards 800 millions de nos francs pour l'assainissement de 10 villes. Autre bonne nouvelle pour ces populations du nord du pays, le président de la République, selon l'Observateur, toujours dans le cadre de cette tournée économique qui a lancé à Louga de programmes nationaux et face aux difficultés des pêcheurs de la langue de Barbarie. Ils avaient promis du rouge pour accueillir le chef de l'État. Hier, renseigne l'Observateur, Macky Sall a apaisé la colère des pêcheurs de la langue de Barbarie. Du coup, à coup de promesses, il s'est engagé à apporter des solutions aux problèmes liés à la brèche, à l'arrêt de travail de certains pêcheurs, mais aussi à l'avancée de la mer.
C'était à l'instant la revue de presse qui met un terme à ce 13h. Merci à l'équipe technique Souley Bari, Tiabasek, Sedem, Oumar Sow, réalisation Arona Diouf, Ouleili, présentation Ibrahima Sadia, Diafatou Sarr. Merci d'avoir suivi ce journal.